Bonjour Émile, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses de la province de Luxembourg. Alors pour démarrer, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots. Qui es-tu Émile? Alors, je suis... beaucoup de choses. Donc, je suis libramontois d'origine. J'ai 29 ans, c'est ma dernière année de la vingtaine. Je suis multi-entrepreneur, donc j'ai lancé plusieurs entreprises ici en province de Luxembourg et à Liège. Et je suis ancien influenceur. À l'époque, on n'appelait même pas ça influenceur, on appelait ça youtubeur. Youtubeur, oui. Ouais, parce que ça date vraiment d'il y a longtemps, mais voilà. Donc, j'ai plusieurs casquettes et en quelques mots, entrepreneur, ex-youtubeur et voilà, c'est à peu près tout. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le milieu d'abord de YouTube? Alors comment s'est passée ton histoire à toi? Alors ça, c'est venu de mes amis. Donc j'étais un peu le guignol de la classe et c'était, ouais, étonnamment, hein. C'était la période des Norman, des Cypriens, etc. Et mes potes, pour mes 20 ans, m'ont acheté une caméra en me disant, tiens, tu nous fais marrer, est-ce que tu n'essaierais pas de faire un peu marrer les autres? Donc j'ai fait une première vidéo qui a fait un bon petit buzz. Je pense qu'elle avait fait, on va dire à l'époque, 100 000 vues sur ma page perso. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, c'est que ça plaît, mine de rien, que je peux faire marrer d'autres gens. Donc c'est comme ça que ça a commencé. À la base, j'avais demandé à mes amis de venir avec moi sur les vidéos. Donc j'avais appelé la chaîne Wikidi, parce qu'on disait tout le temps entre potes Wikidi, il va pas venir aux soirées, et puis finalement il vient. Donc, Wikidi, Oui d'accord, comme ça on sait déjà l'origine. Voilà. Et puis au final, je suis le seul qui a continué les vidéos. Et voilà, de fil en aiguille, ça a bien fonctionné. Donc j'ai fait 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million, 2 millions, jusqu'à une vidéo qui a fait plus de 10 millions de vues. 10 millions de vues? Ouais. Et c'était quoi? C'était laquelle? Ça, c'était par rapport au véganisme, ouais, parce que c'est celle sur laquelle je me suis fait bien allumer. Ouais. Où grosso modo, je mettais en perspective le côté vegan respectueux de l'environnement et le fait qu'il y avait une industrialisation des produits vegan et du label vegan avec énormément de produits qui finalement n'étaient peu ou pas respectueux de la nature. Ouais. Et donc je mettais en comparatif qu'on donnait des stats beaucoup sur l'élevage aux États-Unis ou au Brésil, où ça consomme énormément d'eau, là où chez nous, on voit que les vaches, elles ont énormément d'espace pour vivre, elles se nourrissent, je veux dire, il y a une baignoire dans le fond d'un champ, on les voit pas avec des millions de citernes, comme on le voit dans les élevages intensifs aux États-Unis. Donc je mettais juste en perspective en disant, les gars, en Belgique, on n'a quand même pas toutes les fermes comme on voit, ou en Wallonie du moins, comme on voit dans les reportages un peu alarmistes comme Cowspiracy. Donc voilà, mon message c'était penser d'abord à consommer local et le vegan viendra après. Et j'ai eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ah, qui ont été les réactions en chaîne. Ouais, c'est ça. J'imagine. Donc, mais voilà, ça a eu un impact. 10 millions de vues, c'était quand même pas mal pour un petit luxembourgeois sur sa chaîne. Et puis j'ai fait 2-3 buzz comme ça de quelques millions de vues. Ce qui a amené du coup des entreprises à me demander de faire pas mal de placements de produits. Ouais. Typique, c'était au début des youtubeurs. Influence, ça c'est le principe d'influence, ouais. Et donc j'ai refusé et j'ai dit, par contre, je peux vous vendre une stratégie de communication pour communiquer de façon différente avec un impact en organique, ce qu'on appelle, donc en gros faire des vues sans payer beaucoup et je vais vous coacher pour faire des vidéos. Donc là, on peut citer des marques. Ouais. Donc j'ai eu un long partenariat avec la Foire du Libramont où on a fait une petite vidéo, elle a fait 1 600 000 vues en organique. Je me suis dit, là, il y a un petit truc. Du coup, j'ai collaboré avec TVLux, j'ai collaboré avec l'appli Appen. Et sur les vues, c'était sur quelle plateforme? Facebook. Sur Facebook, ouais. C'était vraiment en la organique. Facebook. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était bien. Mais YouTube était un peu saturé, il n'y avait pas une audience comme ça. Ouais. J'essayais vraiment de réagir à l'actualité, moi. Donc le média qui se prêtait le mieux, c'était Facebook. Instagram, c'était très photo à l'époque. Donc on parle de ça, on est en 2015-2016. TikTok n'existe pas, déjà c'était Musical.ly et c'était pour les Chinois. Donc il fallait s'adapter aux plateformes et donc Facebook c'était le meilleur à l'époque. Ça fait quasi 10 piges donc ça remonte. Mais c'était le mieux pour faire des tonnes de vues. Ce qui maintenant est TikTok en fait. TikTok maintenant va être le format pour boomer le plus facilement, c'était Facebook à l'époque. C'est ça. Et voilà, donc du coup j'ai lancé ma boîte en étudiant entrepreneur. Donc ça c'est un chouette truc qui avait été mis en place, de pouvoir lancer sa boîte tout en étant étudiant. Et là, t'étais étudiant en quoi, alors, à ce moment-là? HEC, à Liège. Ah ouais, ok. Ouais. Ça a bien boomé. J'ai engagé mon premier employé pendant que j'étais toujours aux études. Mais non. Ça, c'était un peu chelou. Du coup, j'ai arrêté. Ah, c'est un peu success story, ça. Ouais, c'était bien. Franchement, c'était cool. C'était une bonne... Et puis, on a bossé les freelance. Quel âge, alors, à ce moment-là? 23. 23, ouais. 23, ouais. Ouais, ça devait être ça. Mais c'est vrai que, juste incise, c'est que moi je vois de plus en plus de jeunes, mais très très jeunes, 19-20 ans, qui lancent leur boîte. Ouais.
c'est un peu Franchement, la il y trend. a... Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un mindset sur les réseaux sociaux où on nous pousse à dire tout est possible, machin. Ouais. Il y a eu la trend des influenceuses à la Nabila où tout le monde s'est dit je vais faire de la fashion et comment on va s'habiller, comment on va se maquiller. Ouais. C'était la mode il y a quelques années. Je pense que ça a boomé d'ailleurs pour Curvy Blue Marine. C'était un peu la Ouais, trend dans son du style début. body positive. Ouais. Et puis maintenant, on est dans une trend un peu influenceur parfois. Moi, je trouve ça négatif avec des ventes de formation un peu bidons à des prix exorbitants. Mais il y a un mindset chez les jeunes où c'est au final, est-ce que je créerais pas ma boîte? Ouais. Non, ça peut être des trucs qui n'ont pas de sens. Pour moi, le dropshipping, les formations, enfin tout ça, c'est un peu du bullshit. Mais au moins, ça les pousse à avoir un taf par eux-mêmes. Mais en effet, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui font Et ça. puis à s'organiser, à lancer leur truc. Ouais. Non, ça je constate aussi, mais même très très jeune quoi. Avant, t'avais l'impression que c'était après les études, en général, 25 ans ou quoi. Là même, 19-20 ans, ils lancent leur boîte. Ouais, c'est une bonne chose. Il y a aussi les cryptos. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit on va boomer dans les cryptos. Il y en a pour qui ça a marché. À 20 piges, ils roulent dans des bagnoles qu'on n'aura sans doute jamais l'occasion de conduire. Mais ouais, je pense que c'est le monde du digital qui permet aussi ça, avec peu de moyens, de lancer des boîtes. Puisque moi, au final, j'avais une caméra pour lancer ma boîte. J'avais une caméra point barre, quoi. Une caméra, un trépied. Ça m'a permis de faire mes premiers contrats. Et puis, on réinvestit petit à peu dans du matos, des micros, des lumières. Mais on peut lancer un business de vidéo avec... C'est Orelsan qui disait t'as envie de filmer, il te suffit de ton iPhone et c'est parti. Les fans d'Orelsan vont m'allumer parce que c'est pas exactement les paroles. Mais en gros, c'est vrai, il te suffit d'un truc qui filme, quoi. Et un smartphone, maintenant, ça filme. Et donc, au départ, tu nous as parlé de YouTube d'abord, puis après, tu as commencé à vouloir lancer ta boîte, avoir ton premier employé. Et puis alors, le chemin jusqu'à aujourd'hui, ça donne quoi? Le chemin, c'était donc un prix à Cannes, juste avant le Covid. Donc là, c'était vraiment l'apothéose. Invité par un gros client, on a gagné un prix pour une vidéo dans l'immobilier. Mais non. Mapic. Avec sur scène devant des tonnes de milliardaires, ils faisaient des before sur leur yacht. Truc de malade, moi je venais de Libramont, je trouvais ça incroyable. Et puis, donc là, je décroche pas mal de contrats à l'international. Il y avait l'Italie, il y avait la Croatie, pour d'autres promoteurs immobiliers. En fait, quand tu touches à un milieu, tu te rends compte que tout est lié, et l'immobilier de gros projets. Donc le projet pour lequel on avait gagné un prix, c'était le Val Saint-Lambert à Liège. C'est quand même des gros projets. C'était avec le gars qui a lancé l'Esplanade à Louvain-la-Neuve, la Médiacité à Liège. Dans ce cas-là, vous postulez pour tenter d'avoir un prix, du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, le Covid. Juste après, ouais, ça c'était un peu... Donc tous les contrats annulés. Je travaillais énormément pour le CIEP, la Confédé de la construction, plein d'organismes de formation qui mettent en stand-by tous les contrats qu'on avait pour 2020. Oui. Ça c'est 2020, ouais. Du coup, un peu la descente, plus de quoi payer les employés. Je pense que j'avais mis 12 000 euros de côté. Ça part dans les loyers et puis ça se passe mal, j'ai une mauvaise communication. T'es jeune chef d'entreprise, t'as ton bateau qui prend l'eau, tu sais pas, donc j'ai une part de responsabilité là-dedans. D'accord. Mais on sort la carte maladie. Donc quand on est en Covid, on peut les mettre en chômage technique. Ils touchent 80% de leur salaire. En maladie, c'est 100%, mais c'est toi qui payes, pas l'État. On me sort ça, du coup, la trésor se vide complètement. Donc mauvais épisode. Ah ouais. Je licencie l'équipe de Liège. On ferme le bureau de Liège. On venait d'emménager depuis 2 mois dans un appart. Vous étiez à combien à ce moment-là déjà? Là, on était 3 plus 2 en passe. Donc, il y en avait 2 qui étaient en... C'est pas CDD, c'est PFI ou un truc comme ça, où en gros, t'es en passe de les embaucher. Donc, grosso modo, on était 5 dans la boîte. Ouais, quand même. On venait d'emménager à Liège avec ma copine. Et ben, on remet tout. On liquide l'équipe. On liquide le bureau, on ferme, on remet l'appart et on va habiter dans nos anciens bureaux à Libramont qui sont dans le sous-sol d'un bâtiment. Donc, voilà, retour aux sources. Ah ouais, mais pire quoi. Donc, d'abord, on passe 3 mois chez les parents et puis je retape c'est un ancien cafette dans un sous-sol. Je le retape et on habite là pendant 2 ans. Donc jusqu'en 2022. Ouais. On habite là. Et puis il se passe rien pendant le Covid. Tout le monde a eu le même truc. On se fait chier. D'abord on se met au sport, on écoute et puis je veux dire mais. Et puis on attend. Ah ouais, on attend et nous on devenait fous. Ma compagne, elle a écrit un bouquin sur le sport et elle était coach sportive aussi. Ah oui, ok. Donc mais les salles de sport elles sont fermées. Donc elle a plus de taf, j'ai plus de taf et on a envie de faire un truc. Du coup un soir à 21h, on revient du sport et on voit l'annonce d'un traiteur chez qui on allait manger avant qui revend son vieux food truck éclaté. Mais éclaté, 2000 €. C'est pile ce qui nous restait. Moi, j'avais 1000 € sur mon compte, mais toutes mes économies, il me restait 1000 € puisque tout est parti avec le licenciement, les préavis, etc. Et donc, elle va chercher 1000 €. Je vais chercher. Elle a revendu sa bagnole aussi pour qu'on ait de quoi manger. C'était vraiment
avait une petite Toyota Yaris, fallait la revendre pour remettre du pain sur la table, quoi. Mais on va choper ce food truck et puis on se dit, on est en plein dans la vague du takeaway. Donc tout le monde maintenant a pris le pli d'aller chercher à emporter, même dans les restos qui pouvaient plus en soi servir. Tout le monde avait pris le pli de commencer, même dans la campagne, là où c'était très urbain avant, à prendre de la nourriture à emporter. Donc on se dit qu'on lance le food truck. Pour faire court, ce food truck passe pas au contrôle technique. Donc on se démerde, on essaye de le revendre un peu plus cher. On le revend au Congo à 2500 €. Donc avec les 500 € de bénéf, on le rachète dans une remorque et on s'installe à la place communale de Libramont. On fait une petite pub rapide en story en disant hello, on ouvre. Et le premier midi, on a 130 personnes devant le food truck. 130 personnes? Ah ouais, de malade. La rue, ils étaient, si tu veux, on était sur la place communale et les gens bloquaient la route. On avait une file. On s'est fait allumer de ouf. Nous, on n'était pas prêts. On s'attendait à 15-20 personnes. Et là, le premier jour, 130 personnes. Donc, on appelle. Et le truc, il proposait quoi? Donc, c'était des bowls. À la base, c'était que des bowls. Ouais. Mais pas Pokéball parce qu'on utilisait que des ingrédients locaux. Ah, donc, oui, le poulet, c'était le coucou de Maline de Steve Pierre. On utilisait la viande de bœuf d'une coopérative Be Friends. C'est des potes à moi qui ont une coopérative de bœuf. On avait les légumes de la Main Verte, qui est un petit producteur près de chez nous. Donc, c'était vraiment avec des ingrédients locaux et on recuisinait. Le meilleur exemple, c'est le sushi bowl. Ouais. Qui était très à la mode. Plutôt que du saumon, on prenait de la truite saumonée qui était faite du côté de... Oh, je saurais plus te dire, on a tellement eu de producteurs différents. Mais c'était fait dans la province de Luxembourg, donc de la truite. Plutôt que les edamame, qui sont les pois japonais, on prenait des petits pois justement de la Main Verte. Et on avait un peu un truc hyper exotique avec des produits d'ici. Ça, c'était le concept de base. Donc, qui a dépassé le succès attendu au premier jour. J'ai appelé mes parents pour qu'ils prennent congé, pour qu'ils viennent m'aider. Ils ont déboulé. Mon frère a pris sa pause de midi pour faire des allers-retours entre la cuisine, parce qu'on n'avait pas de cuisine, on louait une cuisine pro. Pour qu'il aille couper les carottes, nous les amener pendant le temps de midi, c'était nimp. Mais donc, beau succès. Et puis, de fil en aiguille, on se tourne plus vers l'événementiel, qui est plus simple. Parce qu'on avait parfois des midis où il suffit qu'il pleuve comme aujourd'hui. T'es 120 personnes, ils se transforment en 15 parce que les gens n'ont pas envie d'attendre sous la pluie. Ouais. Donc c'était compliqué de gérer les stocks dans l'ultra frais. T'as des pertes de nourriture énormes. Heureusement, on bosse avec beaucoup d'associations pour tous les invendus. Donc on n'a jamais de gaspillage alimentaire. Ouais. Et donc on se tourne vers l'événementiel qui boom de la même façon. Donc un premier food truck, on en rachète un deuxième, un troisième, un quatrième. Et voilà, on est aujourd'hui avec... donc on est 5 temps plein dans les bureaux. Comme je disais, une dizaine de responsables sur événement, une vingtaine d'étudiants. Donc en haute saison, on est entre 35 et 40 personnes. Typiquement, ce week-end, on est à Bruxelles pour 1500 personnes. Nous, en interne, on gère les food and drinks pour 1500 personnes, quoi. Et donc là, vous faites 100% food, quoi. Là, on fait food et boissons. Ouais. Boissons, même délire. On travaille avec les Coca Ricci. On travaille avec Simone Assoif pour les boissons. Le Maitrank, c'est la reine des bois. Ouais. Je sais que c'est Arlonnais, mais nous, on a un petit producteur à Libramont qui le fait. Les bières, on travaille avec la Chatte, aussi Libramontois. Et on a toutes des alternatives dans le même délire. Plus du tout dans la com, si ce n'est la com de l'activité là. Maintenant, ça reprend petit à petit. Ah, alors vas-y, explique. Donc, il fallait que je sois présent d'office pour le lancement de ce truc qui a pris une ampleur. C'était censé être un side job pour mettre du beurre dans les épinards. Pendant le Covid, ça s'est transformé en un truc de malade. On a aussi lancé l'année dernière la vague des distributeurs de plats préparés. Ouais. On en a, plutôt que d'en ouvrir un, on en a ouvert 5 directs. Parce qu'on se dit, on se chauffe, et puis au final, tellement de panne, de trucs. Je finissais ma journée de taf. Et on proposait des sushis faits main dedans, mais les DLC c'était 24 heures. Bien sûr. Donc tous les jours, entre minuit et 3 heures du mat, j'allais vider les sushis et les re-remplir de nouveau. Mais ça, c'est après une journée de travail, tu commences à 8 heures. Pas tenable, quoi. Donc ça, on s'est associé avec le Léo, qui a ouvert d'ailleurs à Arlon l'Express by Léo. Ouais. Et donc maintenant, eux chapeautent le truc, c'est vachement plus facile. Du coup, ça me dégage du temps. Et je me relance dans ma boîte de prod, qui est quand même mon petit bébé de base. D'accord. Et que j'avais mis de côté pour le lancement de Food Truck, quoi. Et la boîte de com, ça a toujours le même nom, ça a changé? Ouais, non, c'est BuzzLab. Donc on fait beaucoup de vidéos virales, encore une fois, avec en essayant d'avoir un max de vues organiques. Donc maintenant, je m'adapte aux plateformes, donc j'essaie de faire communiquer mes clients à mort sur TikTok. Ouais. Et là, on vient de clôturer une campagne pour une entreprise de construction. Enfin, c'est une entreprise sur le chemin de fer, en gros. Ouais. Et ça boum, je leur ai fait 28 vidéos. Et la dernière fait 250 000 vues en organique. Excellent. Et ils en ont 27 en stock, quoi. Donc ah, c'est top. Ça va faire quelques millions de vues aussi. Voilà, c'était mon parcours. Jusqu'ici. Ouais, t'as bien bougé, hein, franchement, sur les dernières années. C'est un peu la capacité de s'adapter aussi avec le Covid, etc. C'est une chouette histoire.
Ouais, mais je pense qu'il faut, hein. Il n'y a pas de secret. C'est les gens, c'est comme la théorie de Darwin, hein. C'est ceux qui s'adaptent le plus. Voilà, qui performent. Ouais, c'est ça. Alors, une question que je pose souvent à mes invités ici au podcast, c'est de savoir dans leur secteur, quels sont les défis, enjeux actuels auxquels ils pensent être confrontés, quel est le ressenti par rapport à ça. Donc, même question pour toi. Ouais. Mais je dirais dans le secteur des food trucks, nous, ça a d'abord été, je t'expliquais au tout début, c'était l'approvisionnement en circuit très court. Ouais. Direct aller chercher le truc. Quand tu fais des événements pour 1500 personnes, c'est plus possible. Tu te rends compte que tu as besoin d'un intermédiaire, tu as besoin d'un stock. Tu peux pas dire aux producteurs de bœuf, tiens, il me faut 250 kilos pour demain ou pour la semaine prochaine, parce que c'est des délais très courts. Donc ça, c'est un défi où on voit que le circuit très court a eu ses limites et on a dû passer par des intermédiaires maintenant qui rassemblent. Par exemple, on travaille avec un boucher du côté de Awan, donc plus de Liège, qui lui a plusieurs éleveurs. Et donc maintenant, on prend chez lui, mais on ne sait plus prendre en direct chez l'éleveur, par exemple. Pareil pour les légumes, on doit avoir une espèce de centrale d'achat, c'est pas vraiment une centrale d'achat, mais qui rassemble des producteurs wallons, et on doit passer par eux. Ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge qu'on essaye de relever cette année, je vais essayer de parler moins vite parce que c'est vrai que j'ai un débit de parole un peu rapide. Ça va. C'était le déchet. Donc dans le takeaway, c'est super, on arrive à un événement, mais typiquement en 2022, on a consommé 20 000 bols et 40 000 couverts jetables. Donc c'est des bols en craft classique, en mode poké, mais quand on fait 20 000 sur une année, ça remplit une pièce comme ici facilement, quoi. Donc ça, c'est le challenge qu'on essaye de switcher cette année, avec des contenants réutilisables. Et c'était la galère de trouver un type de contenant qui soit léger, empilable, parce qu'on a 8 mètres carrés pour servir les personnes. Tu vois, on a un food truck, donc c'est petit. Pas avoir le croisement du propre et du sale pour les normes sanitaires. Donc pouvoir les stocker, pouvoir les récupérer en fin d'événement. Ça a vraiment été un travail de plusieurs mois. On a eu des trucs dont on était convaincus, des espèces de petits Tupperware comme ça, on était convaincus. On a fait 5 événements tests. Dans les 5 événements, les gens les jetaient à la poubelle. C'était trop léger et ils associaient ça à un truc en fait jetable. Ok, ouais. Le Donc, on a fait les poubelles. C'était galère. Maintenant, on a enfin trouvé, mais ça fait, je te dis, on a cherché depuis le mois de, je dirais, septembre l'année dernière et on vient seulement de trouver un truc ce mois-ci, quoi. Donc ça demande des mois de recherche. On a fait des salons partout. On a été jusqu'à Dubaï pour chercher des producteurs de... Tout est fait en Chine. Il n'y a rien qui est fabriqué en Belgique. Donc en vrai, trouver des producteurs de bols locaux, on a essayé avec EcoCup, mais il n'y a aucun client qui aimait leur forme de bol. Parce que tu as aussi en fait le côté esthétique qui joue. Partie un peu de l'expérience. Et donc tu as plein de trucs auxquels tu penses pas forcément, qui viennent s'ajouter. Tu as la réalité du terrain qui est complètement différente de la théorie, notamment pour le zéro déchet. Et ce qui a été un gros challenge pour nous aussi, comme pour tous les secteurs, c'est le personnel. Manque de staff. Tu galères à trouver des gens qualifiés et motivés en fait. Parce qu'ils restent sur le long terme et tout. Et donc ça a été un travail, parce qu'on se dit, si les gens n'ont pas envie de bosser, ils ont d'office envie de bosser. Au départ, ouais. C'est juste qu'il faut trouver un moyen de leur donner envie de bosser chez toi plutôt que chez un autre et que tu crées une culture d'entreprise. Donc là, on a fait des formations, on a lu pas mal de bouquins et on voit que les gens sont plus dans un axe un peu Google. Donc une ambiance sans horaire fixe. Maintenant, on a une salle de ciné, une Nintendo Switch, un kicker, un parcours de golf, une table de ping-pong dans nos bureaux. On essaie d'avoir un mood très chill. On fait des jeux de société. On a la compète de Mario Kart les vendredis avec un petit trophée. C'est des trucs cons, mais on fait un souper aussi tous ensemble. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait, les gens, tu dois donner envie aux gens de bosser pour qu'ils se sentent bien et pas forcément... tu vas recruter un profil. Tu recrutes plus une personnalité maintenant. Je pense que c'est ça le gros switch. Et ça a été difficile de se rendre compte de ça aussi quand tu es dans un mindset. Tu vois, on est moi et ma campagne comme dirigeant d'entreprise. Nous, on est focus, on se lève. Résultat et... Ah ouais, c'est ça. Et puis, on pense staff, on va en vacances, on s'arrange pour avoir un max de fournisseurs à choper en vacances. On va dans des restos qui pourraient nous inspirer. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas demander ça à des gens qui bossent, quoi. Pour toi, ouais. Et donc ça a été, je pense, un gros challenge aussi. Donc le personnel et la réalité de terrain, quand tu veux faire bien. Et une personne qui aurait besoin alors d'un truc pour un événement, elle peut prendre contact ? Ah ouais, d'office. Okay. Maintenant, on est plus cher, donc on travaille avec je t'ai dit, des contenants. Ça coûte vachement plus cher de les réutiliser, de les laver, etc. On est toujours dans des produits belges et luxembourgeois. On reste dans le local. Pareil pour les sodas. Typique, pour te donner un exemple, le Coca-Cola en bouteille prix fournisseur, tu vas la toucher à 65 cents. La même bouteille de Coca Made in Belgium Richie,
tu vas la toucher, même nous, à 1,80 €, quoi. Ah ouais. Donc ça va payer 3 fois le prix et il faut que le client après soit d'accord de payer la différence. Et donc évidemment on va être plus cher qu'un burger frites classique, mais ouais, d'office on fait des événements tout le temps et anniversaire, mariage, c'est devenu notre créneau. Tu disais, pardon? Vous êtes demandeur, en tout cas, si vous avez des demandes, bien sûr. Ouais. On peut s'adresser à vous. Donc vous avez un compte Instagram, j'imagine, enfin le moyen de contact? C'est B-Food-Truck, comme donc à la base c'était Bread and Bowls, parce qu'on faisait du pain qui était fait chez un boulanger de Libramont et des bowls. Et puis maintenant on a élargi la gamme avec aussi des pâtes fraîches faites en Belgique et des trucs comme ça. On s'adapte à la demande en fait. Et donc on s'est appelé B-Food-Truck, le B pour belge, bon, bio, bonheur, je sais pas moi. Le B c'est et food truck parce que les gens nous demandaient il est où votre restaurant. Parce qu'entre temps aussi on a ouvert une boutique. C'est vrai qu'on a ouvert une sandwicherie à Neuchâteau. En pop-up, on a testé je pense 3 ou 4 mois puis on a fermé. Mais food truck. Ouais, B food truck simple. Ok, eh ben, le temps passe vite à tes côtés. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc pour arriver vers la fin, pour clôturer, je souhaitais savoir si tu avais une suggestion d'un prochain invité qu'on pourra avoir dans un prochain épisode du Labo. Auquel tu penses? Moi, je dirais quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui fait pas mal bouger la province, c'est Xavier Goebbels. Xavier Goebbels? Ouais, il a fondé Poincaré, mine de rien, c'est une belle success story. Là, il a repris, il vient d'ouvrir un magasin à Florentville, il a ouvert un traiteur à Florentville, il a ouvert un Carrefour à Florentville, et il fait beaucoup pour développer sa région, parce qu'il est originaire de là. Et je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir un gars qui a autant boomé, parce que les Poincarés, je veux dire, tout le monde connaît, c'est une belle success story. Et une fois qu'il a revendu, il a réinvesti pour développer, même pas sa région, mais sa ville de cœur. Et je pense que ce serait quelqu'un d'intéressant de voir, après une success story, comment on fait pour faire vivre sa région ou sa ville de cœur. Je pense que ça pourrait être quelqu'un de vachement intéressant. Eh ben c'est top. Merci beaucoup, Émile, d'avoir pris part à l'expérience du podcast du Labo. Je te souhaite évidemment une bonne continuation. Merci. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt.